Mesdames, Messieurs, un bon livre commence toujours par une introduction et s'achève par une conclusion. Hier matin, nous avons eu l'introduction. C'était un hommage à mon vieux maître, Marcel Dunant, et à sa fameuse édition du Mémorial de Sainte-Hélène de 1951. Et maintenant, ce soir, nous allons avoir, grâce à Charles-Éloi Vial et Pierre Banda, la conclusion de ce magnifique colloque. Je leur laisse maintenant la tribune. Bien, mesdames et messieurs, une conclusion tout de même rapide parce qu'il nous faut tenir les délais. 2 jours de colloque, 2 jours, je pense, d'intervention brillante, et pourtant, nous ne sommes pas arrivés au bout d'un seul livre. Ce livre, le Mémorial de Sainte-Hélène, donne le vertige en réalité. Peut-on lui échapper? Non, je ne le pense pas. Parce que même si nous arriverons à démontrer que ceci ou cela est faux, etc., en fait, nous avons envie d'y croire. Et c'est pour ça que son succès demeurera toujours. Je voudrais juste en prendre pour preuve l'un des premiers historiens de Napoléon, qui a écrit quand même une biographie en 10 volumes. Il s'appelle Walter Scott. Oui, mesdames et messieurs, avant Ridley Scott, il y a eu Walter. Décidément, les Scott, on en a après Napoléon en ce moment. Je ne commenterai pas non plus le film. Le mémorial vaut mieux, en effet. Patrice a raison. Walter Scott dit, qui a lu le mémorial, nous dit qu'il a eu pendant quelque temps en main le manuscrit du mémorial dans sa possession et qu'il tenait un exemplaire sur lequel Sir Hudson Lowe a marqué de sa propre main les additions qui ont été faites depuis qu'il l'avait vu dans son état primitif. Et il note que ces additions, bien entendu, j'en ai parlé, sont contre l'eau et noircissent le portrait. Donc, Walter Scott relativise déjà, seulement en 1827, l'authenticité du mémorial sur ce point bien particulier, pour des raisons bien particulières que nous n'avons pas le temps de développer. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit quasiment à la fin de sa vie de Napoléon? Il dit, à propos du départ de Lascaz, le 30 décembre 1816, il est d'autant plus à regretter qu'il ne soit pas resté à Sainte-Hélène, que son journal présente le meilleur recueil, non seulement des pensées véritables de Bonaparte, mais encore des opinions qu'il voulait faire passer comme telles. Vous voyez, il n'y a pas échappé lui non plus. Déjà, il avait relativisé. On ne peut pas échapper au mémorial de Sainte-Hélène. Merci. Alors, à mon tour, quelques mots sous le regard de Thierry, qui sait que ses étudiants ont un bus à prendre. Donc, je ne lirai pas mes 3 pages de conclusion. Simplement quelques phrases prises au hasard. Oui, personne ne peut échapper à Lascaz. C'est un témoin capital. Sans lui, sans Lascaz, le mythe napoléonien n'aurait pas le même visage. Peut-être que Napoléon ne serait pas entré au musée de Versailles avant d'entrer aux Invalides. Très bien. Et pour faire le lien, parce que nous avons parlé hier de Jacques Jourquin, vous lirez mes conclusions qui sont passionnantes, je pense, dans le volume imprimé, mais pour faire le lien avec le début, on a montré une photo de Jacques Jourquin hier matin et le colloque lui était dédié. Je voulais simplement vous montrer, ça fait en plus le lien avec les commémorations des 150 ans de la mort de Napoléon III, une forme de conclusion qu'on peut laisser au Mamelouk Ali, qui a laissé dans les papiers que Jacques Jourquin possédait une note tardive sur Lascaz qu'il a rédigée sous le Second Empire, juste après avoir reçu la médaille de Sainte-Hélène. Et il sous-entend que, en réalité, enfin je vais vous la lire, Monsieur de Lascaz était l'homme nécessaire, l'homme préféré, l'homme mieux que les autres, tant par sa conversation, qui était alimentée par la connaissance qu'il avait des hommes de la haute société et la longue expérience qu'il avait acquise dans toutes les phases de sa vie. Les apparences ont été contre lui, du reste, il faut le dire, et la suite l'a prouvé, qu'il a rendu un service immense à la cause de l'empereur en publiant son mémorial, ouvrage qui a fait disparaître, comme par enchantement, tous les libelles payés et propagés par l'esprit de parti. L'empereur, qui avait été défiguré, sali par ses adversaires, M. de Lascaz l'a remis sous les yeux du public et l'a reproduit dans tout son naturel et dans toute sa vérité. Et si on suit un petit peu la pensée du Mamelouk Ali, et on peut lui laisser le mot de la fin, c'est peut-être à Lascaz que Napoléon III doit sa couronne. Donc, je vous remercie. C'est fou chez les bibliothécaires et les conservateurs de bibliothèques ce besoin de faire des phrases. Mais, Charles-Éloi, la castration ne sera qu'orale. Tu pourras
t'étendre beaucoup, et merci en tout cas. Je voudrais juste pour terminer remercier, parce qu'il faut le faire de façon très formelle, d'abord le président de la Fondation Napoléon qui nous a permis d'organiser, qui nous a donné des moyens. Ensuite, évidemment, nos partenaires, la Bibliothèque nationale de France, dont vous avez noté que la présidente a eu la franchise de nous dire que Napoléon n'était pas ni sa tasse de thé, ni son jus d'orange, ni même le verre d'eau qu'elle prenait lorsqu'elle avait soif, mais elle est venue et elle a magnifiquement introduit ces journées. L'Institut de France, avec Xavier Darcos, évidemment, pressé comme toujours, mais qui a pris le temps de s'adresser à nous. Puis nos partenaires presse, le Figaro Histoire, dont sort la semaine prochaine un numéro spécial sur la légende napoléonienne. Ça sort jeudi prochain, si je ne m'abuse. Les éditions Perrin, qui publieront les actes de ce colloque avec la conclusion intégrale de Charles-Éloi Vial. Donc c'est quand même un véritable bonheur. La Bibliothèque Mazarine, bibliothèque de l'Institut. L'Institut catholique de Vendée, qui a été partenaire et dont vous avez vu plusieurs des enseignants intervenir ici. On remercie les étudiants de s'être levés si tôt hier matin et d'avoir maintenant le courage de repartir pour La Roche-sur-Yon avec évidemment leur encadrement, mais je signale quand même au public qui va être ébahi, et vous voyez comme quoi des jeunes étudiants qui travaillent beaucoup, ça existe encore, ils ont cours demain à 8 h, donc ils seront en cours. Voilà. Alors, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus de qui il s'agit, rappelons-nous toujours que Clio, la muse de l'histoire, distribue aussi la chance, dont on a pu dire qu'elle est fille du hasard et mère des avancées les plus inattendues. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons eu plusieurs chances dans notre vie ou notre carrière, appelons ça comme ça. La première, c'est d'avoir eu un mentor comme Jacques Jourquin. On n'a pas arrêté de vous parler de lui. On se disait avec Pierre et Chantal à midi que ce colloque aurait été son colloque, parce que c'était le spécialiste vraiment des écrits de Sainte-Hélène, c'était le spécialiste de l'histoire de la librairie au début du XIXe siècle. Vraiment, ça lui aurait beaucoup plu. Alors, je ne sais pas, là d'où il est, évidemment, il a assisté à ce colloque. Malheureusement, il ne pourra pas nous donner toutes les précisions savantes qu'il aurait pu nous donner. Et puis, avoir un mentor, c'est bien, mais il faut aussi avoir un maître. Je voudrais donc saluer le nôtre, Jean Tullard, qui a passé ces 2 jours parmi nous, Madame Tullard qui l'a accompagné, qui a assisté à l'ensemble de nos débats. Et nous entrons maintenant, vous savez, l'an prochain, il y a les Jeux Olympiques, mais d'ici la fin de cette année, il y a toute une série d'événements qui sont organisés autour de Jean Tullard. Même si ça porte malheur, mais ça ne vous portera pas malheur, on vous souhaite d'avance un très bon anniversaire. Et puis à tous, que Dieu vous garde et bon retour chez vous, à la prochaine fois, peut-être dans 2 ans. C'est terminé.